Allez, donc on se retrouve pour un nouveau match donc, du tournoi de match. Premier round qui oppose Astur à Maxou. Donc on commence par la phase donc de pick et de ban du mode Conquest. C'est Astur qui est le leader et c'est donc Maxou qui est le follower. Astur commence par prendre Sherlock, Maxou Méduse, ce qui jusque-là semble être un choix plutôt conventionnel dans l'ordre des choses. Astur fait ensuite le choix de prendre l'homme invisible, ce qui est pour un second choix effectivement est un peu plus surprenant mais intéressant. Derrière, Maxou donc prend Bigfoot. Et enfin donc Astur prend Robin des Bois et Maxou donc Alice. Donc ensuite on passe à la phase de ban. Chacun des deux joueurs donc va ban un perso de l'autre. Voilà, Sherlock, Méduse. Là non plus rien de très surprenant. Il y a dû avoir ensuite le ban des maps. Je sais plus trop ce qui avait été ban, mais vraisemblablement Baskerville et je sais plus l'autre, mais bon, peu importe. Et donc ensuite, donc chacun va choisir le perso avec lequel il va faire son premier match. Donc on voit que Astur choisit l'homme invisible et de son côté Maxou choisit Bigfoot. Alors bon, ce qu'on peut dire déjà sur ce match-up, bon, c'est un match-up qui est clairement plutôt en faveur de Bigfoot pour plusieurs raisons. Sa force de frappe bien sûr, mais aussi un des atouts de l'homme invisible, c'est sa mobilité importante, mais il se trouve que Bigfoot lui aussi a quand même une très grande mobilité, il se déplace à 3 de base, il a beaucoup de cartes qui lui permettent de se déplacer, il a les Hawks qui lui permettent de se déplacer à 4, les Skirmish à 2, bon, il a le Crash to the Trees qui lui permet de se déplacer à 5 avec Bigfoot, les cornes de Jackalope qui permettent de déplacer le Jackalope de 5 cases, donc on voit que bon, l'atout principal de l'homme invisible peut facilement être contré par Bigfoot, voilà, de par sa mobilité. Au niveau des conditions de victoire, du coup pour l'homme invisible, alors on peut préciser que l'homme invisible a des cartes stratagèmes qui lui permettent en cumulé de faire perdre donc 10 points dans conditions optimales à son adversaire. On a d'abord le Reign of Terror qui lui permet donc d'infliger 2 dégâts automatiques et il en a 2 exemplaires. Il a également donc le Step Lightly qui de base inflige 1 dégât à l'adversaire mais qui peut facilement en infliger 3 si l'adversaire donc est également sur un jeton brouillard. Donc, alors attendez que je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Oui, il faut que l'homme invisible lui-même soit sur un jeton brouillard et ça inflige alors 3 dégâts. Donc autant dire que c'est assez facile de caser cet effet-là. Donc voilà, il y en a 2 exemplaires également, donc ça nous fait en cumuler 10 dégâts automatiques qu'on peut mettre sur l'adversaire, sachant que Bigfoot en a 16, ça fait déjà plus que 6 points après de vie à lui supprimer par ailleurs. L'homme invisible a 15 points de vie et il a 2 cartes vanish qui lui permettent de récupérer à chaque fois 1 point de vie, ce qui ramène son total à 17, ce qui est pas énorme puisque Bigfoot en a 16 et il a en plus le Jackalope derrière qui en a 6 qui peut servir de bouclier. Donc voilà, donc le but pour l'homme invisible, c'est de jouer comme dans beaucoup de match-up, voilà, plutôt sur le long cours, d'infliger le maximum de dégâts automatiques à Bigfoot. Il a le temps de sortir de dérouler tout son deck, sortir tous les dégâts automatiques, infliger ses 10 dégâts, et ensuite après il a encore quand même plusieurs attaques. Il a son attaque surprise qui est une attaque à 5, il a le Emerge from Mist qui lui permet qui est une carte d'attaque à la base à 3 mais qui vaut 5 s'il commence son tour sur un jeton brouillard, donc voilà, sauf si elle est feintée, c'est 2 attaques à 5 supplémentaires. Et ensuite donc 3 Sleepaway qui sont des attaques à 3, plus après un certain nombre de versatiles bon, qui sont pas très puissantes avec une faible probabilité d'infliger des dégâts à Bigfoot étant donné toutes les options qu'il a à sa disposition donc pour se défendre. Donc voilà, stratégie pour l'homme invisible, plutôt espérer récupérer ses stratagèmes voilà, tout au long de la partie, infliger les dégâts automatiques et essayer de jouer après plus sur la fatigue en faisant courir le Bigfoot d'un bout à l'autre de la carte en dispersant ces jetons brouillards très éloignés les uns des autres. De son côté, Bigfoot, bah, lui, ça va être le principe, ça va être d'éviter ça justement, hein, ça va être de taper fort et de taper vite pour éviter justement
justement que la partie s'éternise et qu'il puisse s'épuiser. Il est pas hyper vulnérable à la fatigue, puisqu'en fait il a très peu de cartes, oui, en dehors des regroupes, je sais même pas s'il a des cartes qui le font piocher directement. Et après, c'est sa capacité qui fait qu'il va décider ou pas, à la fin de son tour, selon qu'il est seul sur sa zone ou pas, de piocher, mais ça lui donne un bon contrôle quand même, voilà, sur le nombre de cartes qu'il va pouvoir piocher, donc du coup sur le risque de fatigue auquel il pourrait éventuellement s'exposer. Donc voilà, encore une chose qui fait que bon, c'est un match-up quand même un peu compliqué pour l'homme invisible. Donc voilà, on voit que les joueurs donc là s'apprêtent à faire la phase de mulligan. Alors on voit pas très bien les cartes, hein, mais de son côté, Maxou commence avec, alors il a 2 regroupes, un stratagème de déplacement, un skirmish et un savagery, donc attaque à 4 avec effet d'après combat qui met un dégât à l'adversaire s'il a remporté le combat. Et de son côté, l'homme invisible, lui, a essentiellement donc des versatiles et des cartes de défense, donc plus un slip away. Donc il y a une carte qui lui permet, qui est intéressante de par la mobilité qu'elle lui procure, puisqu'une fois qu'il a attaqué, après il peut déplacer un jeton brouillard n'importe où sur la carte et se déplacer dessus. Donc ça c'est intéressant pour lui. Donc on va voir un petit peu là ce que les joueurs font de tout ça. Alors Maxou fait le choix lui de garder sa main. Bon, je pense que j'aurais fait un mulligan plutôt sur celle-là, hein, parce que de regroupe en début de partie, c'est pas super intéressant. En avoir un, c'est bien, parce que ça peut éventuellement permettre d'aller bait une défense à l'adversaire. 2 sur 5 cartes, ça fait quand même beaucoup, surtout qu'après il a le stratagème qui lui permet de se déplacer, mais qui est pas hyper utile en début de partie. Voilà, et après il se retrouve avec un skirmish qui est bon, défense intéressant, mais et un savagery, bon pour le coup ça aurait mérité ne serait-ce que pour voir s'il pouvait pas aller gratter des cornes de jackalope. Enfin voilà, à mon avis ça méritait un mulligan parce que le risque que la main soit moins bonne que ça est pas très élevé, donc voilà. Et de son côté, donc on voit que Astur lui fait le choix de faire un mulligan, ce qui me paraît être plutôt un bon choix puisqu'il a 0 stratagème, voilà. Et bon alors pour le coup pas de chance, sa deuxième main est encore pire dans le sens où il a même plus de cartes d'attaque, il se retrouve qu'avec des stratagèmes. Et pas des stratagèmes, pardon, des versatiles et des cartes de défense, donc vraiment pas les conditions optimales pour un début de partie. On va voir donc que sur le départ, il y a un petit misplay de la part de l'homme invisible qui n'avait pas été repéré. Bon, c'est pas grave, mais il faut essayer d'être vigilant. Qui était qu'il avait mis un jeton brouillard sous lui en début de partie, alors que voilà, il doit placer ses jetons brouillard comme si c'était des acolytes, comme il ne pourrait pas y avoir d'acolytes sur la même case que lui, donc du coup les jetons brouillard ne peuvent pas y être non plus. Voilà, il aurait dû le mettre ailleurs. Donc, ceci étant dit, donc la partie commence, c'est donc Astur, l'homme invisible, qui ouvre les hostilités, il fait le choix de faire une manœuvre. Ensuite, il utilise son stratagème qui lui permet donc de déplacer un jeton brouillard où il veut et de gagner une action. Donc il déplace ce jeton brouillard juste devant Bigfoot et en dernière action, il fait une manœuvre pour aller se placer au contact de Bigfoot sur un jeton brouillard, donc ce qui lui confère un point de défense supplémentaire, donc bon, ce qui est toujours intéressant quand on joue contre un perso. L'utilité d'aller se mettre au contact direct de Bigfoot, bon, là clairement il lui envoie le message, lui dire je suis blindé en défense, tu me fais pas peur. Donc bon, à mon avis, ça aurait mérité peut-être à la limite de s'approcher, pourquoi pas, mais tout en restant quand même un peu à distance après pour se donner la possibilité, au moins éviter de s'exposer à une double attaque. On va voir du coup ce qui se passe de l'autre côté. Donc Maxou alors commence par faire une manœuvre. Pour le coup, là, je pense que ça aurait pu être intéressant justement de profiter de la situation. Alors soit en fait faire une manœuvre en premier tour quand on est au contact de l'autre, c'est pas forcément optimal. Et à la limite, il vaut mieux. Il avait une carte d'attaque, il avait un regroup. Il aurait pu balancer son regroup pour aller bait une défense et ensuite faire une manœuvre. À la limite, il vaut mieux faire ça, du coup attaquer, faire une manœuvre pour s'éloigner,
plutôt que de faire une manœuvre, bon, j'imagine qu'il voulait certainement aller chercher voilà, une carte un peu plus intéressante, peut-être un plus grand que nature ou quelque chose comme ça, mais dans l'idée, quand on est du coup en corps à corps, enfin voilà, ça vaut le coup soit de faire une double attaque, soit d'abord d'attaquer et ensuite de faire une manœuvre. Donc là, il attaque avec son Savagery, alors qui est défendu de façon optimale par Astur, puisque il défend avec un Confound, qui est une défense à 3, mais qui passe à 4 du fait qu'il soit sur un jeton brouillard, et qui lui permet en plus, ça c'est très intéressant pour lui en début de partie, l'adversaire en fait choisit s'il veut défausser une carte de sa main ou non. S'il défausse pas de carte de sa main, l'homme invisible peut dispatcher tous les jetons brouillard comme il veut sur la carte. Donc c'est un effet de carte qui est énorme pour l'homme invisible, en particulier en début de partie, justement de pouvoir dispatcher comme ça et avoir cette espèce de mobilité incroyable d'aller d'un bout à l'autre de la carte. Maxou va faire le choix de pas défausser de cartes, je pense qu'il mesure peut-être pas bien à ce moment-là, voilà, l'impact que ça peut avoir sur le long cours. Et Astur fait le choix d'avoir une approche relativement offensive de la situation, puisqu'au lieu de disperser et d'éloigner ces jetons brouillards, il va plutôt les rapprocher autour de Bigfoot. Bon, on voit que là effectivement il a voilà une approche plutôt offensive du match-up qui me paraît quand même un peu risqué. Bon, on va voir ce que ça donne par la suite. Donc voilà, du coup c'est à l'homme invisible qui fait une manœuvre. Alors au passage, là il fait une manœuvre, il prend une carte. Et il joue directement cette carte. Alors l'adversaire en face voit la carte où la nouvelle carte est arrivée, et il voit du coup que c'est cette carte qu'il vient de piocher qui joue, ce qui peut donner une indication. Alors c'est bien quand on pioche une nouvelle carte comme ça, de mélanger la main pour voilà, vraiment brouiller les pistes et que l'adversaire puisse faire aucune déduction entre ce qui vient d'être pioché et ce qui va être joué. Bon, même si en l'occurrence, quand il y a une manœuvre et qu'on est au corps à corps, c'est qu'encore une fois, on va chercher quand même une carte plus intéressante. Donc là, bon, on peut se douter que c'est une carte effectivement d'attaque. Alors je sais pas la connaissance que Maxou a du deck de l'homme invisible et dans quelle mesure du coup ça va impacter le choix qu'il va faire. En l'occurrence, il fait le choix de défendre avec un regroup. Alors le regroup n'est pas une carte de défense, que ce soit dit. Le regroup est une carte d'attaque, hein, donc on ne se laisse pas berner par la couleur violette versatile de la carte. C'est vraiment pas une carte avec laquelle il faut défendre, d'autant plus dans ce cas-là, puisque le seul moment où ça peut être intéressant de défendre avec un regroup, c'est si on a de bonnes raisons de penser que l'adversaire nous attaque aussi avec un regroup. Or, l'homme invisible n'a pas de regroup. Et toutes ces cartes d'attaque valent au moins 3. Donc ce qui veut dire qu'en défendant avec un regroup, on s'expose potentiellement à prendre entre 2 et 4 dégâts, ce qui est évidemment pas souhaitable. Donc non, vraiment, défendre avec un regroup, on le fait si vraiment on n'a pas le choix pour éviter de prendre un dégât supplémentaire. Là, il y avait d'autres options. Bon, il faut... Le regroupe, sa fonction principale, c'est d'aller faire défausser une carte de défense à l'adversaire, quoi. Et essayer de récupérer voilà, de récupérer une carte en même temps. Mais bon, il y a des exceptions à ça, quoi, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Mais voilà, d'une façon générale, regroupe, défense, attaque, voilà, jamais pour la défense. Donc là, ben, ça loupe pas, hein. Encore, il a eu de la chance, il s'est fait attaquer avec une attaque à 3, donc voilà, donc il prend 2 dégâts. Et derrière, l'homme invisible, donc du coup, a la capacité de déplacer un jeton brouillard, et il va déplacer voilà, celui qui était derrière pour le mettre là-bas. Là aussi, ça aurait peut-être valu le coup. Bon, ça, après, ça dépend des stratégies, peut-être de déplacer celui qui était là et d'aller l'éloigner pour dispatcher un peu plus et se dire à terme, celui-là le ramener plus vers là. Mais bon. Donc, du coup, manœuvre et remanœuvre de Bigfoot. On passe à nouveau à l'homme invisible qui fait une manœuvre pour venir se rapprocher donc de Bigfoot.
et qui va attaquer donc avec un Covert Preparation qui lui permet donc en effet d'après combat de déplacer un jeton brouillard donc de 2 cases. Donc il faut connaître le deck un petit peu de l'homme invisible, et si on le connaît, ce qui est en train de se passer devient un peu évident, dans le sens où l'homme invisible donc va se mettre au contact de Bigfoot pour se placer sur une case sur laquelle il n'y a pas de jeton brouillard, donc potentiellement il sera exposé à une défense où il pourra défendre de façon sous-optimale à une attaque à laquelle il ira défendre de façon sous-optimale par la suite. Donc voilà, du coup Bigfoot a tout intérêt à ce moment-là à placer une feinte pour empêcher l'homme invisible de pouvoir repartir après sur un jeton brouillard, ou de déplacer un jeton brouillard. Donc voilà. À nouveau, du coup, défense avec un regroupe de Maxou. Donc bon, là pour le coup, il s'en sort bien effectivement du fait que c'était une valeur d'attaque de 2, il va prendre qu'un dégât. Et derrière, ah oui, alors l'autre effet de la carte, c'est que donc l'homme invisible peut déplacer un jeton brouillard de 2 cases, et ensuite l'adversaire peut déplacer également un autre jeton brouillard de 2 cases. Donc l'homme invisible, lui, est venu mettre un jeton brouillard sous lui pour se protéger le plus possible des représailles de Bigfoot. De son côté, Maxou fait le choix de pas bouger le jeton brouillard. Alors c'est toujours intéressant quand on joue l'homme invisible, le but c'est vraiment de rapprocher les jetons brouillard le plus possible les uns des autres pour limiter en fait la mobilité. Donc à chaque fois qu'on en a l'occasion, il ne faut pas hésiter à... Bon, ce jeton brouillard aurait pu être ramené ici, ou ouais, parce que d'autant plus qu'il a également une versatile qui a pour effet que si l'homme invisible est sur un jeton brouillard et qu'un adversaire est également sur un jeton brouillard, il inflige un dégât à l'adversaire en question. Donc là, en l'occurrence, bon, Jackalope est sur un jeton brouillard. Alors c'est pas très méchant si Jackalope se mange un dégât, mais bon, dans l'idée, si ça peut être évité, c'est pas mal aussi. Donc voilà, ça aurait mérité de déplacer un des 2 jetons brouillards, préférentiellement du coup celui-là, pour venir le rapprocher de l'autre et donc limiter la mobilité de l'homme visible. Du coup, voilà, donc Maxou balance une corne de Jackalope. Alors il prend, bon, il prend pas vraiment l'homme invisible en étau, puisque du fait qu'il soit sur un jeton brouillard, il peut très facilement se déplacer après, se sortir de là. Mais voilà, il encadre en tout cas, il va attaquer par derrière. Donc du coup, il attaque avec le Jackalope en utilisant donc un moment shift, tournant décisif. Donc voilà, ce qui fait effectivement, comme Jackalope s'est déplacé grâce aux cornes, du coup c'est bien une attaque à 5. Et derrière, donc, c'est défendu avec un Lurking, qui est une défense à 2. Donc il passe à 3 puisque l'homme invisible est sur un jeton brouillard, et qui lui permet ensuite soit de déplacer donc l'homme invisible sur une case avec un jeton brouillard, soit de déplacer un jeton brouillard de 3 cases. Et il fait le choix donc de déplacer le jeton brouillard sous Bigfoot. Alors bon, là aussi on devine un peu ce qui est sur le point de se produire, hein. L'idée c'est qu'effectivement on peut deviner ce qu'il va faire, c'est attaquer donc avec le Dreaming of Revenge, qui permet effectivement d'infliger en après-combat un dégât au combattant adverse qui est sur un jeton brouillard. Et alors c'est un truc qui est déjà un peu scripté, et en plus pour le faire, il va devoir rapprocher vraiment l'un adjacent à l'autre un jeton brouillard, donc ouais, voilà, ça réduit un peu l'utilité. Bon, et derrière du coup défense de Maxou avec une feinte qui lui permet d'éviter effectivement donc de se manger l'après-combat, donc bien défendu. Et du coup derrière, voilà, l'homme invisible qui utilise son stratagème, le Reign of Terror, qui lui permet de mettre 2 dégâts automatiques à un adversaire dans la mesure où lui est sur un jeton brouillard. Il va bien sûr mettre donc les 2 dégâts en question sur Bigfoot. Et là aussi, du coup, ouais, enfin, une posture toujours quand même très agressive de l'homme invisible, bon, qui dit bien ce qu'on voit dans sa main, hein, c'est qu'il est blindé au niveau des défenses, et il peut se permettre, il est sur un jeton brouillard, donc il peut se permettre d'encaisser des dégâts. C'est d'autant plus intéressant dans ces moments-là en fait d'avoir
d'avoir des regroupes en main et de les balancer en attaque pour aller faire. Là, il y a 2 défenses à 4 qui défendent à 5 du coup avec un jeu s'il est sur un jeton brouillard, donc des trucs qui sont vraiment parfaits pour défendre des plus grands que nature. Et ça, ces défenses, si on peut les faire tomber avec des cartes toutes pourries comme des regroupes, c'est vraiment un gros bonus, quoi, hein, d'où l'utilité de garder ces cartes pour ce type d'action. Donc ça repasse à Maxou, donc, qui choisit d'attaquer. Alors qui attaque avec un... C'est le skirmish, ça. Skirmish, donc attaque à 4, avec effet d'après-combat. Donc s'il a remporté le combat, donc qui lui permet de se déplacer de 2 cases, sauf que l'homme invisible défend avec un Impossible to See, qui réduit la valeur donc, de la carte de l'adversaire à 0. Donc du coup, pas de dégâts. Donc du coup, l'effet d'après-combat de déplacement, ça pique pas. Et derrière, donc, hop, il va faire une manœuvre. Alors là, on voit qu'il s'est planté, du coup, il a retourné le deck. On a vu sa dernière carte. Bon, dans l'idée, normalement, dans ces cas-là, l'idéal, c'est encore de remélanger. Bon, du coup, là, Astur dit qu'il a pas vu la carte et c'est très bien, mais pour autant, Maxou, lui, l'a vu. Donc voilà, ça lui donne quand même des indications. Donc, normalement, effectivement, dans ces cas-là, on est censé remélanger. Donc voilà, du coup, une manœuvre. Et voilà, donc Maxou fait le choix de se déplacer donc pour voilà, notamment activer sa capacité avec Bigfoot qui se retrouve seul sur sa zone et qui peut donc chercher une carte supplémentaire. Donc on voit au niveau des cartes justement, hein, pour l'instant, bon, 18 à 18 dans les decks, voilà, c'est totalement équilibré à ce niveau-là, donc rien de particulier. L'homme invisible fait une manœuvre, il s'éloigne et il se rééloigne. Alors là, il fait un move qui le met potentiellement en danger, dans un danger relatif, dans le sens où il s'éloigne complètement de ses jetons brouillard. Donc là, avec une double manœuvre, Bigfoot peut venir se mettre au contact et enfin en tout cas pas forcément au contact, mais en tout cas venir bloquer un accès ici avec Bigfoot et venir bloquer l'autre accès ici avec le jackalope, sans être forcément voilà, directement au contact, mais l'empêcher à partir de là, du coup, bon, il y a quand même des cartes qui lui permettent à l'homme invisible de s'extraire de là, donc c'est pour ça que c'est un danger relatif. Mais enfin, en l'occurrence, au niveau des options justement pour le faire, c'est assez limité. Il a le Confound à nouveau qui lui permet, donc si l'adversaire a choisi de ne pas défausser de cartes, de dispatcher donc tous ces jetons brouillard, donc il pourrait totalement mettre un jeton brouillard sous lui par cette occasion. Il a également ici donc un lurking qui lui permet donc de déplacer l'homme invisible sur une case avec un jeton brouillard. Donc voilà, mais celle-là pour l'activer, encore faut-il que l'adversaire l'attaque. Celle-là il peut l'utiliser lui éventuellement de façon offensive. Mais voilà, donc en tout cas ça aurait mérité là je pense une petite manœuvre pour essayer de l'encadrer et essayer d'avoir une approche un peu agressive de la situation, quoi. Et donc Jackalope à nouveau donc qui a envoyé au charbon pour aller coller 2 dégâts auto à l'homme invisible. Alors derrière ça loupe pas, hein, du coup effectivement, donc l'homme invisible qui va jouer le Confound pour essayer de redispatcher un peu les jetons brouillard. Feinté par Maxou, du coup, qui prend un dégât sur Jackalope, rien de bien méchant. Hop, et une manœuvre derrière, donc Maxou qui à nouveau va balancer donc la dernière corne de Jackalope. Il y aurait eu encore une nouvelle occasion du coup pour venir encadrer l'homme invisible, d'autant plus que maintenant qu'effectivement la deuxième et dernière Confound a été jouée, donc à nouveau les options pour s'échapper de là sont limitées. Donc en fait il aurait pu utiliser sa corne de Jackalope pour passer de l'autre côté, et ensuite avec une manœuvre du coup ramener Bigfoot de l'autre côté pour bloquer, prendre en étau du coup l'homme invisible. Donc là, en l'occurrence, bon, il fait une manœuvre et il va envoyer Jackalope derrière.
Alors le jackalope, en fait l'intérêt c'est de le garder en vie aussi longtemps que tant qu'il n'a pas tiré ses cornes de jackalope. Une fois qu'il les a tirés après, hein, c'est le bouclier, pas le bouclier humain mais le bouclier animal. On le met devant et puis c'est lui qui prend les tirs à la place de Bigfoot autant que possible, quoi. Il n'y a plus aucun intérêt à le protéger. Donc à nouveau, alors l'homme invisible aurait pu faire le choix de battre un peu en retraite, essayer de temporiser, mais à nouveau donc approche offensive de la situation. Donc il avait joué un slip away qui lui aurait permis de partir, mais voilà, du coup feinté avec juste ton imagination de Bigfoot. Donc ça, pas terrible pour ses affaires. Et ça repasse du coup, ça repasse à Bigfoot donc qui attaque. Alors derrière on voit qu'il lui reste que 2 cartes, dont un Momentus Shift qui est quand même plutôt une carte d'attaque, hein, de par son effet de combat qui dit que si le joueur qui l'utilise s'est déplacé pendant le tour, elle passe à 5 au lieu de 3 de base. C'est une carte qu'on va plutôt privilégier pour l'attaque, donc là du coup, bon, potentiellement Bigfoot s'expose à devoir l'utiliser en défense, ce qui est clairement pas son utilisation la plus optimale. Donc là, il n'y avait pas d'urgence à aller attaquer, en plus avec un skirmish, bon, qui peut être une défense utile ou dont l'effet d'après combat de mobilité du coup peut être utilisé à meilleur escient à un autre moment pour aller chercher en fait justement chercher à gratter de la mobilité pour se rapprocher d'un homme invisible qui aurait des jetons brouillard qui permettraient de se déplacer, etc. Enfin, là, bon, il n'y avait pas d'urgence à l'utiliser. Et derrière, l'homme invisible lui défend. Alors, il a défendu avec le Into Thin Air, qui a une défense à 4, donc bon, bien défendu. Du coup, il évite de se manger les dégâts donc, de Bigfoot. Donc on voit que Bigfoot fait ensuite une manœuvre et il récupère donc une carte qu'il devait attendre depuis un petit moment, donc qui est le plus grand que nature. Et il refait une manœuvre. On passe donc à l'homme invisible qui fait une manœuvre, qui récupère encore une carte de défense. Là, je pense qu'à la moitié du deck, à avoir tiré un seul stratagème qui colle des dégâts automatiques, c'est clairement pas l'idéal, mais bon. En théorie, l'homme invisible a quand même la capacité à tenir sur le long terme. Encore faut-il voilà, peut-être avoir une approche un peu moins offensive et de la situation. C'est vrai qu'il est hyper agressif depuis le début, quitte à se mettre dans une situation où du coup il peut même pas bénéficier des défenses de ces jetons brouillards. Donc, alors que bon, il aurait pu placer ses jetons brouillards de façon plus espacée et vraiment faire courir les deux là d'un bout à l'autre de la carte, parce qu'il y a 2 adversaires mais il y a 3 jetons brouillards, donc lui assez facilement d'un coup de manœuvre, bah, s'il a un jeton brouillard ici et qu'il y a le jackalope qui va par là, qu'il y a le Bigfoot qui va sur l'autre ici, lui il peut se barrer à l'autre bout, les faire galoper, obliger à défausser des cartes pour booster. Enfin, c'est un peu la dimension intéressante de l'homme invisible, quoi. Après, bon, ça s'entend aussi qu'avec les mains qu'il a eu, le fait qu'il y ait énormément enfin voilà, qu'il y ait une absence quasi totale de stratagème, ça peut un peu pousser dans ce sens, mais pour autant, bon, je pense qu'il aurait mérité au moins d'essayer d'avoir une approche un peu plus défensive en essayant de rester à proximité de ses jetons brouillards, quoi. Manœuvre de Bigfoot, donc il va mettre le jackalope devant. Et qui laisse du coup bon un accès ici voilà à l'homme invisible pour venir récupérer, repartir du coup et s'extraire de cette situation potentiellement compliquée là dans laquelle il pouvait être. Mais
pour autant, l'homme l'homme invisible n'est pas comme ça, il ne va pas fuir l'adversité, il va aller à nouveau au contact. Alors une agression sur Jackalope, bon là euh, c'est un peu du gâchis du coup de force de frappe, hein, d'aller taper sur Jackalope. Bon là en l'occurrence il le fait avec une carte qui est d'une valeur minime et dont il cherche probablement peut-être plus à ce moment-là l'intérêt donc de la mobilité sur les jetons brouillard, puisqu'il peut déplacer un jeton brouillard de 2 cases et l'adversaire ensuite peut également déplacer un jeton brouillard de 2 cases. Donc lui, on peut penser qu'il va récupérer effectivement le jeton brouillard qui est là et se mettre sous lui pour se protéger. Mais bon, il y avait peut-être quelque chose à faire là d'autre pour essayer d'optimiser un peu la situation, quoi. Bigfoot donc il utilise son stratagème, donc là aussi hein, encadrement de l'homme invisible, mais bon avec un risque mineur puisque du coup il est sur un jeton brouillard et qu'il peut facilement s'en aller sur un autre en suivant. Donc Bigfoot, bon voilà, qui associe effectivement, donc il fait un gros déplacement, voilà, pour derrière aller faire une grosse frappe, donc ouais. L'homme invisible l'a senti venir, il a sorti donc sa grosse défense, donc Into Sinner, voilà, 4 plus 1 parce qu'il est sur le jeton brouillard, donc défendu à 5, un petit dégât infligé à l'homme invisible. Donc encore une fois, du coup, hein, vraiment l'intérêt d'aller peut-être... là, à nouveau, il y avait un regroup, c'est vrai que c'est tentant, hein, quand on l'attend depuis un moment, qu'il y a le plus grand que nature qui sort, mais vraiment, ça vaut le coup quoi d'attendre les dégâts, enfin voilà, il partira à un moment donné, il y a Bigfoot qui est absolument pas en danger de mort, donc voilà, il y avait encore un petit regroupe là qui aurait permis, s'il avait joué le regroupe et que l'autre avait défendu avec ça. En plus, il y a ce côté un peu scripté du gars qui fait un gros déplacement avec son stratagème. On sent un petit peu venir, on pressent effectivement la grosse attaque, et c'est là où justement ça peut être intéressant de feinter un peu le truc et d'aller balancer une attaque toute pourrie. Et là, pour le coup, après, derrière, donc, je crois que tac, les Into Sinner, ouais, il y en avait déjà un qui avait été joué, là, ça aurait été le deuxième. Donc voilà, ça veut dire que derrière, dans le meilleur des cas, les plus grands que nature font 2 dégâts à chaque fois, quoi. Puisque les défenses suivantes après sont à 3 maximum plus 1 avec le jeton brouillard. Donc voilà, il y a tout intérêt à prendre son temps pour frapper le plus fort possible. Donc derrière, donc manœuvre de l'homme invisible qui va se placer sur un jeton brouillard. Oui, non, du coup, non, pardon, qui va pas se placer sur un jeton brouillard qui s'était placé sur un jeton brouillard en effet d'après combat et qui donc à nouveau va au contact de Jackalope pour l'agresser. Bon, défendre avec un regroupe, alors dans ce contexte-là, à la limite, pourquoi pas. Bon, là en l'occurrence, enfin pourquoi pas, dans le sens où, bon, peu importe quoi, hein, mais il n'y avait pas d'intérêt, enfin autant pas défendre et garder le regroupe pour bait après des défenses quoi. Là en plus, dans tous les cas, bon, le Jackalope meurt, donc ce qui était prévisible, vu effectivement la valeur des attaques de l'homme invisible. Donc ouais, peut-être de la force de frappe là, un peu gâchée sur le Jackalope. Parce que clairement dans ce match-up, voilà, l'homme invisible a besoin de tous les dégâts qu'il va pouvoir coller sur Bigfoot, quoi. Vraiment, le but est de descendre ses PV et après essayer de le faire courir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, une fois qu'il n'y a plus de Jackalope, bon, c'est sûr que c'est plus facile de faire courir Bigfoot. Mais enfin, pour le coup, bon, je pense que ça aurait pu être intéressant quand même de focaliser l'énergie sur les attaques sur Bigfoot, quoi. Donc du coup, ouais, à nouveau attaque de Bigfoot avec un skirmish, me semble-t-il, défendu par un Coded Knot. Donc il y aura quand même un dégât d'infliger, et le Coded Knot après qui permet d'aller piocher 3 cartes et d'en remettre 2 sur le dessus du deck. Donc il y a l'avantage de donner
qui a l'avantage de donner du coup quand même une connaissance à l'homme invisible sur ce qu'il va pouvoir jouer par la suite. Et de récupérer en priorité du coup les cartes qui vont le plus l'intéresser. Donc là, bon voilà, il garde les stratagèmes en priorité. Donc là, il a joué un Rolling Fog qui lui permet de déplacer donc un jeton brouillard sur une autre case, gagner une action. Il va faire une manœuvre. Et il attaque donc avec un Dreaming of Revenge, voilà, bon, qui est la carte qui lui aurait permis éventuellement de mettre un dégât si Bigfoot avait été sur un jeton brouillard aussi, qui avait été feinté. Donc voilà, du coup un dégât sur Bigfoot. Bigfoot qui contre-attaque. J'ai pas vu avec quelle carte. Avec un Savagery, donc défendu par un Lurking, du coup défendu une attaque à 4, défendu à 3, ce qui fait que cette fois-ci donc il remporte le combat, donc il va pouvoir coller un autre dégât supplémentaire. Donc l'homme invisible passe à 3, donc là bon ça devient quand même franchement critique pour lui, 3 à 9 contre Bigfoot qui a encore qui lui aussi au niveau de la pioche au final. C'était quand même pas la folie au niveau des attaques. Alors il a chopé les cornes de Jackalope assez tôt, ça c'est bien. Les regroupes assez tôt, ça c'est cool aussi. Mais voilà, effectivement, par contre, ça pêche quand même pas mal au niveau des défenses, des attaques, je veux dire. Du coup, il a eu 2 Savagery, mais il lui reste encore 2 plus grands que nature, 2 Disengage, un Savagery de plus, ou l'inverse, je sais plus si c'est dans quel ordre. Ouais, c'est 3 Savagery et 2 Disengage. Donc voilà, il lui reste encore pas mal de cartes d'attaque qui sont placées tout au fond du deck. Donc l'homme invisible qui s'éloigne, le temps d'aller récupérer ses stratagèmes, essayer de peut-être récupérer aussi les vanish là, qui font un peu défaut là, depuis le début, qui auraient pu permettre de récupérer un PV. Bim, allez, à nouveau du coup, plus grand que nature, qui commence à sortir, défendu par un Covert Preparation, du coup, des fois qui fait 3 dégâts. Et bon, ben, la fin est proche à ce stade-là maintenant. Ouais, d'autant plus que bon là en plus l'homme invisible se retrouve avec des stratagèmes et bon là je crois qu'il est plus rien à faire de rien là, du coup il sait que c'est foutu, donc il se fait plaisir, une petite dernière attaque. Bon. Du coup il aurait pu faire une double manœuvre pour s'éloigner, essayer d'aller récupérer une défense, mais bon là je pense qu'à ce stade là il y croit plus, il va se mettre à portée d'attaque, donc là mais Bigfoot attaque, bim, voilà, pas de carte de défense. La partie est finie. Bon, ça illustre tout ça un peu ce que je disais au tout début de la partie, effectivement, l'importance pour l'homme invisible, en particulier dans ce match-up qui est quand même assez brutal pour lui, d'avoir une approche vraiment long game et très défensive de la situation. Là, il s'est beaucoup exposé, il aurait vraiment mérité de faire venir Bigfoot à lui, mais de le faire un peu galérer, s'éloigner, obligé à booster ou à utiliser ses cartes de stratagème, mais faire en sorte de faire en sorte de l'obliger à utiliser des cartes qu'il aurait pu éventuellement défausser pour le confound, par exemple, pour éviter à l'homme invisible de répandre ses jetons brouillard un peu partout. Voilà, vraiment de jouer sur le long terme, parce que là, du coup, ça y est, les stratagèmes commencent à arriver forcément.
4 cartes dans le deck, mais voilà, le problème c'est qu'il est mort et qu'il peut plus les utiliser, alors que potentiellement, s'il avait tenu un peu plus longtemps, il aurait pu se soigner, il aurait pu utiliser le Vanish pour récupérer des PV et faire défausser à une des utilisations optimales du Vanish. Hein. L'adversaire, on le fait courir, il a une main pleine, il a 7 cartes en main, on fait une action, on fait une manœuvre, on quitte la map. L'adversaire se retrouve du coup à devoir jouer 2 actions avec une main pleine, donc bon, soit il a des stratagèmes, il arrive à les défausser et éventuellement c'est opération blanche, soit sinon c'est double manœuvre derrière, hein, et du coup l'adversaire est obligé de défausser 2 cartes, quoi. Donc c'est un peu tous ces trucs là qu'il faut essayer d'avoir en tête quand on joue l'homme invisible. Pas se presser, surtout pas être trop agressif, ça correspond pas trop à son style de jeu, quoi. Hein. C'est vraiment sur le long cours, je crois que je l'ai déjà suffisamment dit. Voilà. En gros, ce que je peux vous dire sur tout ça. Allez, donc du coup, on va voir ensuite le match-up suivant. Allez, donc du coup, pour le deuxième match, donc Maxou, ayant gagné le premier match avec Bigfoot, il était obligé de faire son deuxième match avec Alice, et Astur avait le choix de faire son deuxième match effectivement avec soit avec l'homme invisible, soit avec son autre perso. Mais voilà, là en l'occurrence il a fait le choix de revenir à vue, sachant que de toute façon, s'il avait gagné le match avec l'autre perso, il aurait de toute façon été obligé de faire ce match-up. Donc voilà, il a peut-être fait le choix de faire ça du coup pour pour se dire bon, quitte à devoir le faire, autant le faire tant qu'il était chaud avec l'homme invisible. Donc du coup, il joue sur So, qui, bon, potentiellement, voilà, une carte qui en vaut une autre, je pense, dans ce match-up. Voilà, si vous avez des avis divergents, ça m'intéresse de les avoir dans les commentaires. Donc du coup, alors, les mains de départ. Astur, donc avec l'homme invisible, à 2 Into Thin Air, qui sont donc ces 2 grosses défenses. Bon, peut-être pas idéal à avoir les deux en début de partie, en particulier du fait qu'il commence à avoir... Bon, il a quand même du coup des stratagèmes à côté, notamment le Step Lightly et le Running Fog qui marchent bien ensemble. Il aurait pu commencer à mettre des dégâts. C'est une main, je pense, bon, j'aurais probablement gardé du coup. Et Alice, elle de son côté, donc, avait un Skirmish, un Looking Glass, un Maximum Foe et 2 feintes, me semble-t-il. Donc, alors, ce qui est pas du tout optimal là, c'est qu'elle a aucune carte qui lui permet de faire des changements d'état. Donc, je pense que voilà, c'est ce qui a motivé le mulligan de la part de Maxou. Ça lui donne quand même très peu de flexibilité en début de partie. 0 carte Jabberwocky non plus. Donc, bon, l'un dans l'autre, ça pour le coup, je pense qu'effectivement, ça méritait de faire l'objet d'un mulligan. Donc du coup, hein, voilà, chacun remet les cartes dans son deck, remélange, on reprend 5. Alors on voit que du coup, là pour le coup, donc à nouveau un Skirmish, un Mad as the Hatter, et ensuite le I'm Late. Donc 2 I'm Late, donc pour le coup 3 cartes qui permettent des changements d'état, même 4 avec le... Ça c'est quoi? C'est le champignon, comment il s'appelle? Ouais, The Other Side of the Mushroom. Pareil, qui permet qui est une attaque à 3, qui permet un changement d'état également à la fin. Le Mad as a Hatter qui est une versatile à 3 avec changement d'état et gros déplacement. Non, déplacement de 2, c'est pas celle-là, c'est le I'm Late qui a un gros déplacement de 5 cases. Bon, ce qu'on peut se dire peut-être sur les conditions de victoire, du coup, bon, pour l'homme invisible, hein, c'est un peu la même dans ce match-up, et je pense que ça va être la même chose pour Alice, qui a peut-être un risque de fatigue un peu plus important enfin, très certainement un risque de fatigue un peu plus important que Bigfoot, parce que elle a du coup
Alors, qui a un risque de fatigue un peu plus important parce que elle, du coup, elle a donc ses stratagèmes. Elle a le Drink Me qui lui en 2 exemplaires qui fait piocher 2 cartes. Alors bon, qui pour le coup est pas un effet d'après combat ou quoi, donc bon, elle peut l'éviter. Il y a le Looking Glass qui a également un effet facultatif donc de piocher 2 cartes également en 2 exemplaires. Bon, sans obligation à chaque fois d'utiliser les effets en question, plus le regroupe donc qui permet de piocher 3 cartes de base, plus bon, si jamais gagner le combat avec, éventuellement si t'es pas défendu, ça peut faire piocher jusqu'à 2 cartes. Donc voilà, quand même des effets vraisemblablement à un moment donné qu'on est amené à utiliser, donc potentiellement voilà quand même une exposition plus importante à la fatigue, surtout qu'en fait le Drink Me, ce qui peut inciter à le jouer, c'est à un moment donné si on est bloqué dans l'état qu'on veut pas, effectivement, on peut être amené à l'utiliser si on n'a pas d'autres options en main. Donc voilà, en gros, donc elle à nouveau, la difficulté c'est d'essayer de pas se mettre, voilà, de pas laisser l'homme invisible trop s'étaler sur la carte et de pouvoir vraiment garder, rester à proximité, donc se répartir sur la carte avec le Jabberwocky pour être toujours à portée d'attaque et essayer de le finir le plus rapidement possible pour pas jouer le truc sur le long cours à la fatigue, quoi. À noter que, bon, ça c'est une erreur spécifique au module sur Tabletop. Le Jabberwocky, là, il y a un petit bug. Il commence sur le module avec 9 PV alors que normalement il en a que 8. Donc voilà, si jamais vous jouez Alice sur TTS, pensez bien à le descendre à 8 au début. Et à nouveau, du coup, misplay de l'homme invisible ici, donc il a rectifié un peu après coup. Donc Alice avait déjà fait son move. Bon, les joueurs se sont arrangés, c'est pas trop méchant, mais voilà. Hein, donc l'homme invisible qui peut pas commencer avec un brouillard sous lui en début de partie. Donc du coup, Alice qui fait une manœuvre. Tac, et à nouveau manœuvre. Bon, alors du coup, là actuellement, l'homme invisible a 2 vanish, il en avait un avant sa première manœuvre, alors le vanish qui permet à la fois de récupérer un PV et à la fois donc de disparaître du plateau. Donc il y a une carte qu'on a tout intérêt à jouer quand l'adversaire a cette carte en main, puisque du coup il va se retrouver au début de son tour à devoir jouer avec déjà une main pleine, ce qui veut dire que soit il va devoir voilà, balancer des stratagèmes, soit il va devoir défausser des cartes à la fin de son tour. Alors là, ce qui n'était pas optimal, c'est que du coup, comme il n'avait pas encore perdu de PV, du coup, bon, ça aurait été un peu gaspillé un PV de le balancer maintenant, mais ça aurait quand même pu embêter son adversaire. Voilà, et donc, ouais, c'est vrai en début de partie, c'est pas idéal d'avoir les deux, mais bon, ça, en même temps, 2 PV, c'est vite perdu, donc ça peut quand même se caser. Donc du coup, oui, comme je les avais informés effectivement de la petite erreur de mise en place au niveau de l'homme invisible, du coup l'homme invisible a déplacé donc son token et modifié, il était parti pour attaquer Alice et finalement il fait le choix de faire plutôt une double manœuvre. Et de se mettre, donc on voit qu'il est à 3 de distance du coup de son adversaire et qui se retrouve du coup l'adversaire obligé de booster s'il veut venir l'attaquer. Donc ce qu'il va faire en l'occurrence, donc là on voit que Alice est petite, donc petite avec 7 cartes en main, donc effectivement un peu obligée là, dans cette configuration là, vu qu'elle n'a pas de carte de Jabberwocky, de venir, puis il aurait fallu bien booster à 3. Bon, donc du coup effectivement elle se retrouve à faire une manœuvre qu'elle va booster avec un regroupe. C'est partie des utilisations possibles. Il attaque donc voilà avec le mushroom. Donc voilà, attaque à 3, défendu à 4, donc pas de dégâts. Et derrière, donc il a un effet d'après-combat qui lui permet donc de se déplacer jusqu'à 3 cases et de changer de taille. Et le code note en face qui permet de piocher donc 3 cartes, d'en garder une et de replacer dans l'ordre qu'on veut donc les 2 autres sur le dessus du deck.
Je vais bouger, je vais me booster. Donc du coup, ouais, manœuvre, booster pour aller au contact d'Alice. Alors ce qui est intéressant là pour l'homme invisible, effectivement, c'est Alice est grande. Donc là, bon, mais c'est les moments idéaux pour l'attaquer, effectivement. Et Alice qui fait le choix de pas défendre. Donc bon, on voit que pourtant elle avait des... Alors je pense qu'il il a fait ça probablement parce que il devait pas avoir envie d'utiliser son skirmish. Après, il voulait probablement rester grand du coup pour le coup suivant. Bon, en début de partie, c'est toujours un peu risqué, moi je trouve, de pas défendre. On sait pas trop ce qui peut tomber. Je sais que moi je préfère le faire ça peut-être un peu plus quand il y a un certain nombre de cartes qui sont tombées, qu'on a une petite idée des probas. En début de partie, il y a tout qui peut tomber, donc là ça aurait pu être aussi bien une attaque à 5. Enfin bon, on peut difficilement se permettre de prendre autant de dégâts quand on a des options de défense. Donc bon, là en l'occurrence ça aurait pu être pire. Donc c'est 3 dégâts et l'adversaire donc a la possibilité de se déplacer. Je choisis de faire un mouvement du coup, voilà, d'aller se mettre toujours une approche assez offensive d'Astur avec l'homme invisible, effectivement, qui va au contact. Bon, là, toujours pareil, il a des options au niveau de la défense. Alors, c'est vrai qu'en plus, quand Alice est grande, bon, il avait déjà une main bien pleine, ça aurait valu le coup d'étendre un peu, à mon avis, jeton brouillard, en balancer un là-bas dans la zone au bout, se mettre dessus, obliger Alice à faire une grosse manœuvre boostée. Enfin, c'est vraiment ça un peu le gameplay, quoi, hein. C'est faire courir l'autre d'un bout à l'autre, l'obliger à défausser, l'emmerder. En plus, Alice, du coup, bon, si elle est obligée de défausser des cartes, là, elle a quand même pas mal de cartes qui ont des effets avec des changements d'état, donc ça limite après les options pour la suite. Ça aurait été une bonne occasion pour faire ça. Et en plus, même pleine, après, il y avait la possibilité de faire un vanish par-dessus au tour d'après pour la refaire défausser. Ça aurait pu être assez rude pour elle, ouais. Ouais, oui, il aurait totalement pu faire ça du coup là, effectivement, d'aller, ouais, de faire un vanish et lui faire défausser 2 cartes. Ouais. Donc du coup, une attaque de Alice grande, donc voilà, qui fait un dégât du coup. Attaque de l'homme invisible, donc un confound, donc qui lui permet d'étendre ses jetons brouillard si l'adversaire a fait le choix de ne pas défausser de cartes. De son côté, Alice, donc elle a sa mobilité. Alors pour le coup, du coup, elle a utilisé sa mobilité, elle se déplace très très loin de l'homme invisible, alors que voilà, qu'elle passe grande. Pour le coup, je trouve que là, elle aurait vraiment mérité de rester à côté. Voilà, elle était grande, il n'était pas sur un jeton brouillard. Enfin, après, on va voir comment il place ses jetons-ci. Voilà, il en met quand même un sous lui avec le confound. Mais bon, Alice grande, avec les cartes qu'elle avait, elle avait le maximum faux qui pouvait permettre de faire une grosse attaque. Et après, du coup, de battre en retraite, ou voire de réattaquer avec l'autre carte derrière, du coup, qui là lui aurait permis effectivement de se déplacer et de changer de taille en même temps, avec le Heimleit qui est ici. Ce qui aurait pu être et se remettre au centre de la carte, ça pour le coup, c'est pas mal effectivement d'être un peu central pour pouvoir après aller un peu où qu'aille l'homme invisible, du coup, d'aller à sa rencontre. Hop. Donc du coup, ouais, changement d'état, donc je fais la pioche de cartes. Donc voilà, pour l'instant on est équilibré là au niveau des decks, 19 cartes d'un côté, 18 du coup avec la manœuvre qui va par-dessus, 20 en face. Voilà, là qui fait à nouveau le choix de s'éloigner. Alors bon, il a des cartes de Jabberwocky. Je pense que ça aurait été pas mal peut-être d'essayer d'être un peu plus central, quoi, le Jabber par là,
Alice par là, de façon à pouvoir vraiment aller de part et d'autre. Donc attaque de homme invisible sur Alice. Donc il attaque avec un slip away, donc Alice qui défend avec un looking glass, ça c'est bien. Du coup voilà, ça lui permet de caser les effets dessus. Alors, du coup... Ah non, c'est le Emerge from Mist, c'est pas le Sleep Away, donc c'était une attaque à 5, ouais, c'est pour ça qu'elle a pris des dégâts à la base, puisque le Looking Glass défend qu'à 2. Après, bon, en gros, elle a pris 3 dégâts qu'elle peut reprendre ensuite avec l'effet du Looking Glass, et peut choisir éventuellement l'autre effet, soit de se déplacer, soit de piocher des cartes. Alors derrière elle réattaque, donc là elle est... Ah oui, elle attaque avec le jabber du coup parce qu'elle est petite, donc effectivement ça c'est préférable. Là ça se goupille pas mal pour elle, parce qu'elle attaque avec l'attaque du jabber, donc il y a une attaque à 3, donc qui fait pas de dégâts, parce qu'elle tombe sur l'Impossible to See qui annule la valeur de la carte. Par contre l'effet s'applique toujours, et l'effet d'après combat donc prévoit que le Jabberwocky met 2 dégâts aux combattants adjacents. Alors à noter que combattant adjacent, pas forcément adverse. Si ça peut arriver le cas de figure où Alice est adjacente au Jabberwocky, si l'adversaire par exemple a un effet qui lui permet de se déplacer avant le combat en fait, et qu'Alice se retrouve seule adjacente au Jabberwocky, c'est elle qui mange les 2 dégâts, et sans qu'il y ait de possibilité de l'esquiver. Ça c'est à savoir. Bon là en l'occurrence c'est pas le cas, et derrière donc il refait une deuxième attaque avec le jabber, donc là c'est l'attaque qui passe à 5, donc si elle est faite sur un héros, ce qui est le cas, donc là à nouveau des dégâts donc sur l'homme invisible. Donc là l'homme invisible pour le coup qui est un peu l'edge en défense, ouais, du coup... Alors je crois que c'était au tour d'avant où il était à 14, et pour le coup Alice avait cette carte en main, donc là encore une occasion ratée de faire un vanish. Il aurait pu récupérer un PV et ouais, lui faire 2 actions du coup avec une main pleine, donc ça aurait pu être intéressant. Bon, il le fait un peu plus tard, elle a quand même 6 cartes en main, donc c'est quand même embêtant pour elle. Donc elle fait une manœuvre. Donc là aussi, ouais, du coup, en fait, à la manœuvre, c'est qu'elle reste tout dans un coin de la carte. En face, l'homme invisible a une très petite main, donc s'il apparaît à l'autre bout de la carte et qu'il décide de faire, là en l'occurrence, par exemple, il pourrait faire... non, il n'a pas le Rolling Fog, mais bon, il pourrait très bien aller à un autre bout de la carte, pas très loin de... voire même se mettre, bon non, là il est quand même à portée, effectivement le Jabberwocky est à portée de tous les brouillards, donc ça en soi c'est quand même pas mal. Ça, il peut facilement bloquer en fait l'homme invisible s'il veut se caser sur un brouillard. Mais bon voilà, il aurait pu embêter Alice en se mettant quand même un peu loin et en l'obligeant à faire après une double manœuvre ou quelque chose comme ça. Donc là en l'occurrence, deuxième action, Alice donc c'est le Hit Me, ouais, qui lui fait se déplacer de 3 et ensuite donc changer de taille. Donc elle repasse en grande. Alors là pour le coup c'est aussi un bon moment pour aller attaquer, sauf que pas de bol, du coup l'homme invisible n'a pas de carte d'attaque ni même de versatile. Donc pas la possibilité de le faire. Donc voilà, double manœuvre, se place sur un jeton brouillard. Avec une approche donc du Jabberwocky qui attaque avec un Momentous Shift, défendu par, hop, c'est un Lurking. Donc du coup, défense à 2, enfin 2 plus 1 avec le jeton brouillard. Donc 2 dégâts. D'ailleurs au niveau des options de défense, ouais là je crois qu'à ce stade là, s'il a le skirmish quand même, ouais, pour défendre
pour défendre le Jabber. C'est vrai que le Jabber, quand on a pour l'instant, il a joué 2 cartes à lui sur 4. C'est bien de le garder en vie. Bon, il a 8 PV, donc il y a encore de quoi voir venir, vu que la main visible n'a pas de trop grosse... Enfin, il y a quand même des attaques à 5, donc bon, on peut pas trop se permettre de les prendre sans défense. Et le Jabberwocky n'ayant pas de carte spécifique à lui, de versatile ou de carte de défense, du coup toutes les cartes qui sont pour tous que lui va utiliser, il va en priver Alice. Donc, utiliser avec précaution, donc un règne de terreur qui est utilisé sur Alice pour 2 PV. Alors là, il fait le choix de booster avec le Maximum Faux, je crois que c'est de la Mimanxique en français, qui est une carte qui est un peu particulière, qui introduit dans le jeu la mécanique de Blind Boost, donc boost en aveugle, puisque on défausse la carte du dessus de notre deck. Alors déjà, ça fait défausser une carte, donc c'est vrai, comme on disait un peu plus tôt, face à un personnage pour lequel on risque de la fatigue. C'est vrai que de devoir défausser une carte en plus de celle qu'on va piocher, c'est pas l'idéal, avec le risque de défausser une carte potentiellement qui peut être puissante par ailleurs. Avec le risque, en fait, on peut défausser par exemple le Looking Glass, le miroir, donc qui a une très bonne carte d'Alice, qui a un boost énorme de 4. Donc c'est une carte, si on la joue, Alice c'est grande, donc la Mimanxique, elle est à 3. Quand elle est en grande, ça passe à 5. Et si elle est boostée par exemple avec le Looking Glass, ça fait une attaque à 9, ce qui est absolument colossal. Mais voilà, ça peut tomber sur un skirmish, donc l'escarmouche, la versatile à 4, qui est une très bonne carte aussi, mais qui pour le coup a un boost de 1. Donc défausser une carte très puissante pour un boost médiocre, pour le coup c'est un peu plus embêtant. Donc il y a vraiment ce côté un peu hasardeux du Maximum Faux, mais dans l'ensemble, Alice a quand même beaucoup de cartes avec des très gros boosts. Elle a 3 attaques qui ont des boosts à 4, elle a les I'm Late, elle en a 3 qui ont des boosts à 3. Enfin voilà, pas mal de cartes avec des boosts à 2, elle a encore les stratagèmes aussi. En fait, c'est des cartes surtout qui ont des effets de changement d'état, qui ont des gros boosts. Alors qu'ils peuvent effectivement lui manquer après à terme, donc probablement la raison pour laquelle l'éditeur a fait le choix de valeurs de boost importantes pour ces cartes-là. Mais voilà, peut-être effectivement quand on en a 2 en main, comme c'est le cas actuellement pour lui, ça peut être se dire bon tant pis, il y en a une qu'on balance pour sa valeur de boost, et l'autre après qu'on essaye d'appliquer. Donc voilà, Maxo du coup qui va attaquer justement avec son deuxième Maximum Faux. Et là, c'est vraiment le coup de pas de bol, parce que ça aurait été un autre adversaire qui aurait mis une feinte, du coup la carte aurait été annulée purement et simplement. Ça faisait quand même une carte donc à 5, donc 3 de base plus le boost de 2 parce qu'elle est grande, et sur une défense à 2, ça faisait quand même 3 dégâts. Sauf que là, pas de bol, du coup, c'est pas une feinte, c'est l'Impossible to See qui annule en fait la valeur d'attaque de la carte, et qui fait que il est quand même obligé d'appliquer son effet. Donc là, du coup, il va devoir booster. Il booste avec une carte du Jabberwocky, donc les Claws, qui peut faire une attaque à 5, et du coup qui est annulée. Donc là, il va discard une carte absolument pour rien. Donc ça, pour le coup, c'est pas bon du tout pour le moral. En plus, voilà, de ne pas faire de dégâts, ça fait défausser une bonne carte. C'est vraiment un très bon coup pour l'homme invisible. Qui a un réattaque derrière, du coup, qui en profite, voilà, toujours tant qu'Alice elle est grande, c'est vrai que c'est les bons moments pour attaquer. Du coup, avec une défense là qui tombe pas mal, puisque c'est une feinte sur le Confound qui permet de déplacer, donc il aurait dû sinon défausser une carte pour éviter que l'homme invisible puisse redispatcher ses jetons brouillard. Donc là pour le coup c'était pas mal de feinter ce truc là. Donc manœuvre d'Alice qui petit à petit commence à s'épuiser. On voit qu'elle a perdu l'avantage au niveau des PV, mais elle a encore un Looking Glass qui peut lui permettre d'en récupérer 3.
L'homme invisible est à 11 avec encore un vanish à jouer, donc ce qui le ramène à 12. Donc au niveau des PV, bon, ça se tient. Voilà, virtuellement, du coup, ça ramène Alice à 10 et donc l'homme invisible à 12. Mais voilà, par contre, avec effectivement un nombre de cartes qui se réduit, enfin, il y a un écart qui se creuse dans le nombre de cartes et qui se traduit à la fin quand on est en fatigue. Hein, chaque carte, c'est 2 PV, donc bon. 3 cartes d'écart ou plus, ça commence à faire pas mal. Voilà, mais du coup, oui, c'était l'homme invisible, donc ouais, qui en pioche 2, donc qui réduit l'écart, qui reste à portée d'attaque. Alice qui est grande toujours. Ouais. Alice qui est grande, qui vient de piocher le flag blanc. Non, c'est le sneaker snack, pardon. Mais je crois que c'est ça, oui, c'est flag vent en français. Du coup, qui est une très bonne carte, puisqu'elle a un effet qui est assez violent, qu'on retrouve après chez Sherlock Holmes, ce qui fait que si elle a remporté le combat, ce qu'elle est sûre quasiment de pouvoir faire, du coup, quasiment, ouais, dans ce match-up, effectivement, s'il y a une carte qui pourrait l'empêcher de le faire, puisque donc c'est une attaque à 3, donc quand elle est grande, elle passe à 5, donc si ça tombe sur un Into Thin Air avec du coup l'homme invisible qui est sur un jeton brouillard, bon, ça annule, elle n'aurait pas gagné le combat, là en l'occurrence c'est le cas, donc elle va pouvoir regarder sa main et lui défausser une carte. Donc là, on voit que donc il y a le vanish qui permet de récupérer un PV, donc ça revient à infliger un dégât supplémentaire, plus en plus éviter l'ennui là qu'il y a à avoir le gars qui se retire et à rien pouvoir faire pendant un tour. Il y a quand même le Step Lightly qui vaut également 3 PV, donc là on a deux options assez solides, de trucs à défausser. Il y a également l'attaque surprise. Bon, l'attaque surprise à laquelle peut faire face quand même Alice, du coup. À mon avis, le choix se porterait plutôt voilà, sur le vanish, mais même plus vraisemblablement sur le Step Lightly pour éviter de se manger 3 dégâts, voilà, ce qui peut difficilement se permettre à l'heure actuelle. Mais ouais, bon, du coup, voilà, le choix se porte plutôt sur l'attaque à 5. Voilà, encore une fois, hein, je sais pas du coup la connaissance que Maxou a du deck. Voilà, le Step Lightly, c'est vrai que l'effet est quand même très facile à caser, alors que concrètement, si on le met en parallèle, ça en plus, du coup, les 3, là, il est sûr de les caser, tandis qu'avec une attaque à 5, bon, si en face il défend avec un skirmish quand elle est grande, il prend 0 dégâts, quoi. Donc bon. Ça aurait été intéressant à mon avis de virer plutôt celle-là, surtout voilà, bon, mais derrière ça loupe pas, il se la mange directement. Et derrière donc un petit vanish à nouveau qui permet de récupérer un PV et de mettre Alice dans une situation difficile. Donc première manœuvre, à nouveau du coup ce choix de rester vraiment dans l'angle qui risque de lui causer du tort après pour la suite, quoi. Et des fosses, ouais, des fosses à nouveau. Là je vois pas bien, du coup je crois qu'elle est à 6 cartes. Actuellement, elle a dû piocher du fait qu'elle a utilisé le stratagème. L'homme invisible, du coup, qui vient là, qui attaque alors qu'elle est petite. Je peux regarder avec, j'ai pas vu avec quoi il l'attaquait. Il l'attaque avec le covert, donc ouais, pour le coup, c'est plutôt pas mal là. Il lui fait tomber une grosse défense. Ouais, alors qu'il l'attaque avec une attaque à 2. Versatile à 2. Et donc, la deuxième action, il va se déplacer. Donc, à nouveau, là, il pioche un dégât automatique de 2, ce qui va encore descendre à les PV d'Alice. Alors qui va au fight du coup, qui est avec le Hit Me, qui lui fait changer de taille, et se déplacer de 3 cases, donc elle va au contact. Elle attaque avec le Mad Azahata.
Du coup, voilà, pour une attaque à 5 sur le code note qui est une défense à 3 plus 1 avec le jeton brouillard, donc il va faire 1 dégât. Ouais. Par rapport à ça, peut-être du coup, ce qui pourrait être précisé, c'est qu'effectivement, c'est des cartes. Là, comme elle n'avait pas une grosse main, ça pouvait éventuellement. Elle a plus énormément de cartes dans le deck. Il y a des cartes intéressantes à mon avis à aller chercher plutôt que d'attaquer. Avec ça, qui est pas super puissant. Elle a vraiment des grosses attaques, Alice. Elle a le Momentus Shift qui peut faire des attaques à 7. Elle a ses attaques, du coup, il lui reste encore le Mushroom, je crois qu'elle l'a. Oui, si elle l'avait sorti, mais il lui reste le. Alors ça, je sais pas comment le prononcer, celui à la main, le Frabjous Day, qui est donc une attaque à 4, donc qui passe à 6 quand elle est grande. Enfin, il y a des trucs comme ça à les récupérer. À mon avis, qui aurait mérité peut-être d'attendre un peu. En se disant que du coup, après, voilà, elle peut gérer les changements d'état. Elle a encore des cartes pour le faire. Elle a 2 I'm late. À nouveau, un Step Lightly qui va permettre de caser 3 dégâts. Attaque du Jabber avec un skirmish. Tac tac tac. Alors, je suis en train de regarder les cartes qu'a déjà joué le Jabber. Tac tac tac. Il en a joué, donc il a joué 2 Close et normalement il avait joué un autre Jaws que je vois pas là. Mais du coup, ouais, ça veut dire que derrière, donc il y a plus que. Ah si, il y a quand même 2 feintes pour le défendre. Oui, si ça, bon, ça peut s'envisager effectivement. C'est avec le skirmish. Habituellement, je le réserverai pas pour attaquer dans ça. Enfin, en tout cas, plutôt avec Alice à ce moment-là, quand elle est grande, et faire une attaque à 6, plutôt que l'utiliser avec le Jabber, quoi. Derrière, donc une attaque, donc c'est l'attaque surprise, alors qui en plus, ouais, ça c'est pas terrible pour Alice parce que ça va annuler son effet. Donc du coup, ça lui aurait pu permis de changer d'état et d'être grande pour éventuellement réattaquer derrière. Mais du coup, elle pourra pas en bénéficier. Et ah oui, de toute façon, oui, ben la partie était finie, voilà, du coup sur ce move là, ouais. Donc voilà, donc effectivement, bon, je pense que ouais, Alice aurait peut-être dû un peu, voilà, gérer les déplacements sur la carte, être un peu plus central. Après bon, c'est pas le match-up le plus compliqué pour l'homme invisible, d'autant plus qu'Alice n'avait pas encore eu son deuxième miroir qui aurait pu lui permettre de regagner 3 points de vie et d'essayer de faire durer un peu. Peut-être pas suffisamment optimiser le fait non plus de se servir du Jabber comme bouclier pour éviter de manger quelques dégâts. Donc voilà, globalement, bon, c'était encore un homme invisible très, très agressif, donc un peu différent de la façon dont on a l'habitude de le voir jouer, mais bon, ceci dit, ça a marché, donc c'est très bien comme ça. Et ce qui laisse donc pour la dernière rencontre, donc Alice contre Robin des Bois. Allons voir ce que ça va donner. Allez, donc dernier match, donc il va opposer Astur et Maxou, donc avec Alice et Robin. Donc, ce qu'on peut dire un petit peu du coup sur le match-up en question, donc c'est que les gros atouts de Robin ici, ça va être effectivement bon sa mobilité, comme avec bon les difficultés qu'il peut poser donc aux autres joueurs, hein, la mobilité, le mind game assez important qu'il y a autour des outlaws, avec les vols de grand chemin, donc les cartes spécifiques aux outlaws, qui sont des attaques doublées d'une feinte, qui peuvent être jouées à tour de rôle, donc avec après des versatiles Snark ou Wily Fighting.
et également donc avec des regroupes, donc pour essayer tout ça de faire tomber les feintes et de mettre après les cartes qui font le plus de dégâts donc sur les autres cartes. Du coup, donc le gros avantage que va avoir, enfin l'intérêt d'Alice dans ce match-up, ça va être du coup la puissance de ses attaques, hein, puisqu'on l'a vu sur le match précédent. Elle peut avoir des attaques vraiment puissantes qui tapent à 6, 7, 8, voire 9. Voilà, sachant que Robin défend maximum à 3, donc voilà, potentiellement des attaques assez dévastatrices. Donc voilà, le but du jeu, ça va être de se frayer un chemin à travers les outlaws pour aller atteindre directement Robin et essayer donc de lui faire descendre les points de vie le plus rapidement possible, donc avant que lui du coup puisse infliger tous les dégâts à Alice, avec de son côté à Robin, entre autres aussi un avantage qu'il a dans ce match-up, c'est les deux ambush, du coup les embuscades, puisque comme on le disait plus tôt, donc Alice a des cartes avec des valeurs de boost très puissantes, 3, elle a beaucoup de 3, elle a des 4, donc voilà, des choses qui peuvent se retourner contre elle en même temps qu'elle se fait discard des bonnes cartes, du coup elle a des valeurs de boost qui peuvent se retourner contre elle. Donc ça c'est vraiment des cartes, c'est quand elle arrive à les feinter qui sont assez essentielles pour elle. Voilà, et donc ces cartes-là, en plus, qui les ambush, qui peuvent potentiellement lui faire défausser des cartes donc avec des effets qui lui permettent de faire des changements d'état entre petites et grandes, voilà, qui viennent encore complexifier du coup justement les allers-retours entre l'un et l'autre et l'alternance qui lui permet justement de vraiment tirer son épingle du jeu. Donc on va voir un petit peu du coup comment tout ça va se dérouler. Donc ça se passe sur Sarpedon. Donc avec Robin qui commence donc en premier joueur, donc il y a tous les outlaws qui sont bloqués d'un côté, ce qui peut être intéressant pour Alice, voilà, qui gagnerait à essayer de lui bloquer l'accès autant que faire se peut, donc sur la zone du côté du bateau, donc avec le point, les 2 points à 3 zones, qui après donne un gros contrôle sur la carte à Robin, du coup du fait de ses attaques à distance. Au niveau des mains de départ, donc on voit que Robin a une main, alors qui en soi est clairement pas une mauvaise main, hein, puisqu'il a 3 versatiles, donc il a 2 Wily et un Snark, il a un œil de chasseur et un Defenders of Sherwood, donc en soi une main qui est tout à fait convenable, mais dans laquelle il y a aucun vol de grand chemin, donc la carte des Outlaws, donc voilà, vraisemblablement, soit ça, dans ce contexte, ça pourrait justifier d'un mulligan. Et de son côté, Alice a donc les claws du Jabberwocky, elle a un Drink Me, elle a un I'm Late, elle a une feinte, et elle a le Sneaker Snack. Donc bon, là aussi une main qui pour le coup est assez valable. Elle a des cartes qui permettent des changements d'état, elle a des cartes d'attaque, une carte d'attaque puissante pour Alice. Le Sticker Snack, là, qui par exemple, si elle arrive à le sortir en début, elle pourrait défausser l'œil de chasseur. Bon, ça forcément, elle le sait pas, mais dans l'idée, voilà, c'est une carte qui est, elle est sûre, si elle la joue avec Alice Grande, elle est sûre de la caser sur Robin. Dans la mesure où elle n'est pas feintée, donc voilà, donc ça serait une main qui pourrait être gardée, donc on va voir un petit peu ce que l'un et l'autre choisissent par rapport à... Ah ben non, du coup le mulligan avait été fait déjà, ou en tout cas la phase de mulligan avait été faite. Bon, donc ça ce sont effectivement les mains de départ, donc on voit Robin, voilà, qui commence donc avec une manœuvre, somme toute premier move assez évident, et qui va donc attaquer le jabber avec, donc il a sorti le snark. Ok, donc du coup Robin qui fait Maxou avec Alice donc qui fait le choix de ne pas défendre, donc qui se prend donc les 3 dégâts donc voilà, vraisemblablement qui s'attendait, c'est un peu toute la particularité avec Robin. Ouais, encore qu'elle avait une feinte, alors pour le coup moi la tendance est grande quand j'ai une feinte et que je me fais attaquer par les outlaws, bon c'est pas une science exacte loin de là, mais bon ça vaut le coup d'essayer, au pire voilà, là il aurait évité de dégâts et que l'autre pioche une carte. Si c'est un vol de grand chemin, il l'annule. Bon, tant qu'il y a des feintes, je pense que c'est assez intéressant
les jouer, voilà, sauf si, parce que statistiquement, en termes de probabilité, on a de bonnes chances de s'attendre à autre chose, mais c'est vrai qu'en début de partie, tout peut sortir, donc bon, c'est voilà, des risques après qu'on décide de prendre ou pas, là, il n'y a pas de recette miracle, il y a toujours une grosse part d'aléatoire de toute façon entre ce que l'attaquant aura pioché comme carte au début, donc bon. Il n'y a pas vraiment de mauvaises décisions à proprement parler, juste des conséquences qui sont plus fâcheuses que d'autres. Hop, du coup, changement d'état pour Alice, qui passe grande, pioche 2 cartes, qui se retrouve alors ouais, avec 2 cartes d'attaque du Jabber, ça c'est bon pour elle. Mais qui, bon, si, qui a un regroup et qui a une feinte, donc pour moi ça aurait justifié de laisser le Jabber au contact des Outlaws et d'attaquer du coup un Outlaw pour commencer à les descendre un petit peu plutôt que de battre en retraite. Elle savait que si elle se faisait attaquer si le Jabber se faisait attaquer du coup par les Outlaws, il y avait quand même une feinte pour défendre, donc bon, ça aurait pu. Du coup, Robin, manœuvre, qui passe en offensif, et qui va donc attaquer vraisemblablement Alice, qui défend avec une feinte. Bon, ben voilà, ça c'est sûr que c'est... Quelles étaient les autres options? Ouais, je pense qu'elle devait être... devait pas avoir envie de changer d'état, ni de défendre avec le regroup, donc ouais, du coup la feinte effectivement, voilà, était la carte qui pouvait être justifiée. Voilà, pas de bol, c'est tombé sur l'œil du chasseur, 3 dégâts. Du coup, une manœuvre pour Alice. Bon, là, enfin, vraiment, je pense que là, il y a les cartes du Jabber, là, il faut y aller, quoi. Hein. Il faut, dans ces cas-là, il faut vraiment être à la limite, faire une attaque, dégommer un outlaw, battre en retraite après, aller se préserver des attaques de Robin. Là, je pense que ça aurait pu se jouer comme ça, quoi. Plutôt que, on l'a dit un peu plus tôt, effectivement, ouais. Alors là, il va attaquer un... Ouais, il va attaquer au regroup. Bon, ce qui en soi est une stratégie tout à fait valable. Bon, s'il avait attaqué avec les closes, du coup, il aurait dégommé l'outlaw. Lui, il aurait pas pu appliquer son effet d'après combat. Donc là, du coup, il n'y a pas de dégâts. Bon, là encore une fois, hein, c'est du mind game. Ça aurait pu très bien marcher. Il aurait pu se débarrasser de l'outlaw avec un regroup, ce qui est toujours une bonne chose. Bon, là, ça a pas pris, c'est dommage. Robin donc qui continue une manœuvre offensive avec une attaque donc de l'outlaw sur le Jabber. Jabber qui défend. Ouais, le Jabber qui défend du coup Moment to Shift. Ouais, à défaut d'avoir le choix. Là non, ouais, parce que c'est ça c'est des cartes spécifiques. Ouais, toutes les cartes de défense elles sont spécifiques à Alice, donc là effectivement il n'y avait pas trop le choix, donc bon, bah, ça a le mérite d'avoir défendu du coup. Bon, il prend quand même un dégât d'après combat à cause du Wily, ça fait 2 Wily sur 3 qui sont partis, ça c'est toujours bon à prendre. Mais là, ouais, le problème c'est que du coup, bon, déjà le Jabber est descendu à 3 PV, il n'a pas encore joué une seule carte, c'est pour ça aussi que ces cartes-là, c'est important de pouvoir les jouer quand même assez rapidement avant que le Jabber meure, quoi. Éviter de défendre le plus possible le Jabber, le jouer le plus rapidement possible et puis après le laisser encaisser les dégâts, mais là en plus on a un Robin, ouais, qui est bon, mais qui est assez offensif. Alors le Jabber, lui, du coup, c'est extirpé de l'autre côté. Il va pouvoir revenir et prendre les outlaws après par derrière. Hein. Mais là, effectivement, il y a un petit étau là qui commence à se resserrer autour d'Alice qui pourrait rapidement s'avérer inconfortable. Robin qui décide d'utiliser son effet et donc il pioche 2 cartes. Alors du coup il n'y a pas de compteur là sur le deck de Robin. Là actuellement donc il y a 5 cartes qui ont été jouées, il en a 7 en main, donc ouais il doit rester 18 cartes dans le deck, il y en a 19 dans celui d'Alice, donc ouais, bon pour l'instant c'est assez équilibré.
Alice, grande Alice qui booste donc pour aller au contact. Ouais, et alors là, bon, mais c'est le coup de pas de bol quoi. Du coup, c'est le sneaker snack qui aurait pu permettre de défausser ouais, des vols de grand chemin ou le Defenders of Sherwood et qui du coup, bon, va quand même mettre 3 dégâts. Ça, c'est quand même pas négligeable. Mais bon, s'il avait pu avoir un dégât de moins et caser l'effet, ça aurait été encore mieux. Donc ouais, encore un... Voilà, donc Alice bien prise en étau. Ouais, du coup qui était attaqué par les outlaws, bon mais là pas de feinte, hein, donc effectivement là il a bien fait de prendre les dégâts. On voit que ouais, Astur en a encore un autre vol de grand chemin dans la main. Donc ouais, potentiellement une bonne agression sur Alice, qui en plus avec ces cartes-là peut même pas se permettre de faire les changements d'état. Alors du coup, ouais, Grande Alice qui a attaqué Robin pour lui mettre. Alors là, ça vaudrait le coup en fait, plutôt que d'aller mettre des dégâts à Robin, éclater le petit outlaw qui était là, elle était sûre de l'avoir. Du coup, ça c'était une attaque à deux. Elle était grande, elle était sûre de pouvoir l'éclater et après de pouvoir se sortir de là, plutôt que d'aller mettre des dégâts à Robin. Là, je pense que la priorité c'était de se ménager une porte de sortie. Donc nouvelle attaque de l'outlaw donc sur Alice. Ouais, qui fait le choix de défendre du coup qui va perdre sa carte donc de défense avec la possibilité donc de changer d'état. Elle a toujours quand même du coup le hit me qui lui permettra éventuellement de se déplacer, de changer d'état. Même si là en l'occurrence, ouais. On aurait mieux fait peut-être de rester en place, de taper la outlaw et d'essayer ouais, de sortir. Ouais. Bon, alors la bonne nouvelle du coup, c'est effectivement, c'est que voilà, c'était un risque qu'a pris Maxou, hein, du coup, de sortir un miroir donc sur une attaque. Ça fait erreur si je me suis pas trompé, du coup, une attaque d'un outlaw. Bon, en tout cas, du coup, il a pu la caser, il aurait pu éventuellement se la faire feinter. Maintenant, voilà, du coup, il va se faire défausser une carte. On va voir du coup ce que va tirer du coup. Et ouais, donc sauf erreur, ça c'est le hit me, c'est un boost à 3, ce qui fait une attaque à 5, ce qui fait que du coup le miroir qui permet de récupérer 3 points de vie, en fait, bon, du coup ça va faire une opération blanche quoi. Il prend 3 dégâts, il en récupère 3, il peut éventuellement piocher 2 cartes derrière. Ouais, il choisit après du coup, plutôt que d'aller piocher des cartes, donc de se déplacer où il veut, et, ouais, il va se mettre au contact de Robin du coup, alors qu'il est ouais, en petite taille. Alice à nouveau donc qui va attaquer, ça
C'était là encore le risque, effectivement, ouais, du coup, ça fait partie des choses, effectivement, voilà, qu'on peut plus facilement maîtriser quand on connaît bien les dinks, hein, c'est que du coup, là, on joue le Defender of Sherwood, du coup, donc, Astur a pu remettre derrière l'outlaw pour à nouveau bloquer le chemin d'Alice qui se retrouve, du coup, à nouveau prisonnière, à nouveau, enfin, voilà, en position de se faire totalement agresser. Encadré, du coup, par ouais, encadré par Robin, avec à nouveau du coup un œil de chasseur défendu par une feinte, donc 3 dégâts à nouveau. Bon, il y a le facteur pas de chance après, hein, effectivement, de la façon dont sortent les attaques et les défenses. Bon, là du coup, effectivement, un outlaw qui va sauter. Mais ouais, dur, hein. Du coup, là, Alice est à 5 PV, il reste encore 3 outlaws, la capacité à en faire revenir un. Ouais, bon, du coup, effectivement, là, oui, Alice avec qu'une feinte pour défendre, elle a fait le choix de pas défendre. Alors ça, c'est une carte potentiellement, je crois que c'est le Disarming Shot, qui est une attaque à 4, hein, où Robin pioche autant de cartes qu'il a infligé de dégâts. Selon comment elle est casée, si des fois ça vaut presque le coup de se prendre 4 dégâts quand on a la réserve de PV qui le permet. Du coup, puisqu'après ça se traduit par si on passe en mode fatigue, du coup à chaque fois que Robin va devoir piocher, il va prendre 2 dégâts, donc les 4 dégâts qu'aura pris Alice, du coup, enfin l'adversaire d'une façon générale, peuvent se traduire après potentiellement en double par Robin du coup en mode fatigue. Donc si on arrive à le prévoir et que ça rentre dans la stratégie, ça peut des fois presque être intéressant de se prendre les 4, donc c'est les 4 dégâts tels quels. Quoi. Et là du coup, bon, dernière attaque, œil de chasseur, c'est fini. Donc bon, là effectivement, hein, des petites erreurs de placement qui font que Robin arrive à rester super agressif, arrive à bloquer avec les outlaws. Voilà, donc Alice n'arrivera jamais à se défaire de ce truc-là. Elle est tout le temps en train d'essayer de se dépêtrer du truc et du coup, elle n'a pas du tout la possibilité de gérer les changements d'état comme il l'aurait fallu. Donc voilà, une partie Robin bien dans son rôle d'agresseur. Voilà, et bon, ben ça a payé du coup. Hein. Donc bon, des parties quand même très, très intéressantes et très instructives, hein, et j'espère que voilà, ça vous aura intéressé également. Bon, au niveau des commentaires, hein, après, voilà, si vous, il y avait des trucs, j'ai pu passer à côté de tout un tas de choses, raconter un certain nombre de bêtises, commettre des erreurs, voilà, si vous voyez quoi que ce soit, n'hésitez pas à préciser dans les commentaires, à en faire part, voilà, ça profitera à tout le monde. Allez, très bonne partie à tout le monde, à plus.